Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus pour votre rendez-vous hebdomadaire ici même au Collège des Bernardins. Pour un rendez-vous mensuel, celui avec l'actualité, une actualité orientée particulièrement dans l'optique de la présidentielle. Et aujourd'hui, il sera question de morale en politique. Politique, où est la morale? Et c'est vrai que le regard que les Français portent sur leurs hommes politiques, sur la classe politique en général, n'est pas toujours très positif. J'ai glané parmi les sondages d'opinion un récent qui faisait apparaître que 54% des sondés estimaient que les hommes politiques sont pour la plupart corrompus. Alors on imagine bien que la tentation du tous pourri n'est pas loin avec les conséquences désastreuses que cela peut avoir pour la démocratie. Pour commencer notre débat, nous accueillons maintenant Olivia El-Kaïm. Olivia El-Kaïm, je le rappelle, est responsable du service politique de la vie. Bonsoir Olivia. Bonsoir. Alors, en quelques mots, dites-nous si effectivement les enjeux moraux auront une place importante dans la prochaine échéance électorale. Alors, on va faire un peu d'histoire, puisque il y a 4 ans, vous vous en souvenez, Nicolas Sarkozy était en campagne et il avait promis une république irréprochable. C'était une manière de rompre avec de nombreuses affaires qui avaient entaché la République et de rompre avec Jacques Chirac, les emplois fictifs, les cassettes. C'était surtout un slogan de campagne, une promesse qui n'a pas été tenue. La morale en politique pose la question de l'éthique de conviction, soulevée par Max Weber. Quand on est élu, est-ce qu'on agit uniquement en fonction de ses convictions ou est-ce qu'on peut accepter que ces convictions soient défiées par la réalité de la politique? Il y a une dérive quand un homme politique exprime une conviction telle que « je veux une république irréprochable » et qu'il dévie de ses convictions par pragmatisme, cynisme, réalisme politique. Ces dernières semaines ont été marquées par des affaires qui affectent le premier cercle de la Sarkozy. L'affaire Karachi, l'affaire Djouri, l'affaire Bettencourt. Mais la Sarkozy n'est pas la seule concernée. Le PS a dû faire face à l'affaire Guérini à Marseille et bien sûr à l'affaire DSK qui ne cesse de nous surprendre par ses rebondissements lillois. Nous voilà donc en pleine crise morale, une crise morale qui vient s'ajouter à la crise économique et sociale. Bon, alors très très sombre tableau, Olivia. Quel risque du coup la démocratie d'après vous en cours? Il y a 2 risques, à mon sens, 2 risques majeurs. Le premier s'appelle Marine Le Pen. Quand elle déclare « Je sais que la politique est pourrie jusqu'en son centre », on peut craindre qu'elle soit entendue par de nombreux concitoyens. La montée des populismes dans toute l'Europe est analysée par le politologue Dominique Régnier, et ça va dans ce sens-là. Le second risque, à mon sens, c'est l'abstentionnisme. Le Cevipof, qui est dirigé par Pascal Perrineau, publie chaque année un baromètre de la confiance en politique, je devrais dire de la défiance en politique, puisqu'il montre que les citoyens ont de moins en moins confiance en leur politique, notamment dans leurs élus locaux, leurs maires. C'est évidemment inquiétant, et cela fait peser la crainte de l'abstentionnisme sur la présidentielle 2012. Ce désenchantement démocratique ne laisse pas les candidats indifférents. François Hollande a déclaré qu'une présidence normale, c'est une présidence morale. Eva Joly, elle, veut prôner une république propre, une république exemplaire, avant même une république verte. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau dans ce que vous nous décrivez, dans le sens où il y a toujours eu des affaires? D'ailleurs, Jeannet a fait un très bon papier dans le Monde du Week-end où il faisait comme ça, il égrenait l'histoire des affaires. Vous avez raison. Tout à fait. Et particulièrement, en fait, c'est vrai que la Ve République a toujours été entachée par les affaires. Cette Ve République qui élit le président au suffrage universel, parce que la conquête du pouvoir exige de l'argent, beaucoup d'argent, et parfois le politique peut être tenté de fermer les yeux sur la provenance des fonds qui lui permettent de faire des meetings, des tracts, du buzz en vue de sa réélection. Il est étonnant, toutefois, que ces si nombreuses affaires actuelles ne semblent pas soulever nos concitoyens. Mais est-ce qu'on n'a jamais vu un peuple descendre dans la rue parce que ses dirigeants se faisaient livrer des mallettes de billets? Sous la Ve République, il n'y a jamais eu de protestation massive contre les affaires. La vigilance des citoyens et la loi doivent faire contrepoids à la corruption, ce qui est le cas depuis la loi de 1988 sur le financement des partis, et c'est une loi qui a été précisée d'ailleurs de nombreuses fois depuis 1988. Mais la vertu à tout prix, ça n'a pas que du bon. L'histoire nous suggère qu'il faut se méfier des exigences outrancières de la vertu. La période de la terreur nous incline à la prudence. Mieux vaut un chef politique un petit peu corrompu, mais ami du genre humain, plutôt qu'un incorruptible
qui expédie les gens à la guillotine. Parce que ce sera ma conclusion, on ne peut pas vouloir le règne absolu de la morale publique sans les échafauds. Ah, voilà qu'on a le coup qui gratte. Merci Olivia. Bonne soirée. Sans transition, je présente nos invités, à commencer par vous, madame. Laure de la Rodière, vous avez été élue pour la première fois députée en 2007. C'est une circonscription que vous avez gagnée fièrement à la gauche, d'ailleurs. Vous êtes aussi, parmi vos nombreuses responsabilités, au sein de l'UMP, dont vous êtes secrétaire national, responsable de la question du numérique. Exactement. Bonsoir. À mes côtés, Antoine Arjakovski. Antoine Arjakovski, alors vous n'êtes pas un homme politique, il en fallait un, vous êtes un historien. Vous dirigez ici même le département Société, Liberté et Paix, qui est un des grands départements du Collège des Bernardins. Vous êtes de confession orthodoxe, vous revenez de 17 années de vie en Russie et en Ukraine. Et vous animez, c'est important de le préciser, ici même un séminaire qui s'intitule « La démocratie, virgule, une valeur spirituelle ». Absolument, avec Antoine de Romanet. Avec Antoine de Romanet. Et enfin, Jean Glavany, qu'on ne présente pas dans la mesure où vous avez déjà une vie politique fournie, 40 années de participation bientôt au Parti socialiste, n'est-ce pas? Vous êtes député aujourd'hui des Hautes-Pyrénées. Votre nom est indissociable de celui de François Mitterrand. Vous avez été un très proche, notamment comme chef de cabinet pendant son premier septennat à l'Élysée. Et puis, vous avez parmi vos combats vraiment un intérêt particulier pour la question de la laïcité. Et je précise, parce que quand même, il faut le dire, que si vous arrivez d'Auckland, c'est parce que vous avez une passion pour le rugby, qu'un de vos fils incarne parfaitement en étant lui-même un professionnel. Alors moi, je voudrais, en réaction, justement en contrepoint à ce qu'a dit à l'instant Olivia, qui était un tableau réaliste, mais somme toute assez sombre, vous citez, Madame de la Rodière, j'ai remarqué sur votre blog une petite phrase... Comment? Non, elle est très favorable, cette phrase. Qu'est-ce qu'elle dit? Voilà bien longtemps que la vie politique n'a pas été aussi vertueuse. Oui, je le pense. Pourquoi? Je le pense en fait parce qu'on a énormément d'outils qui amènent les politiques à être transparents dans leur action. Beaucoup plus qu'avant. Et cette transparence qui est exigée des citoyens aujourd'hui, alors en particulier par les outils numériques, amène à une certaine vertu, c'est-à-dire que vous avez accès à tout ce qu'on dit à l'Assemblée nationale sur le site quasiment en temps réel, c'est légèrement différé, c'est 3 heures après. Toutes les actions des députés sont ainsi connues, toutes leurs prises de position, beaucoup plus facilement que quand il fallait feuilleter le journal officiel. Donc je pense que cette transparence amène les politiques à avoir une certaine vertu. Ça ne suffit pas quand même. Jean Glavany, vous êtes d'accord avec ça? On n'est pas encore arrivé... il y a encore des progrès à faire. Il y a aussi d'autres domaines où on a amené de la vertu avec la moralisation du financement des partis politiques. Jean Glavany, vous êtes d'accord avec ce constat? Et pourquoi le décalage avec l'opinion telle qu'elle s'exprime dans les sondages notamment? Je voudrais être d'accord, je voudrais bien être d'accord avec ce que vient de dire ma collègue, parce que je voudrais être sûr que le règne de la transparence entraîne celui de la vertu. Pour tout dire, j'en suis pas certain. Je n'en suis pas certain, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu des progrès considérables réalisés grâce à ces lois sur les financements des partis politiques à partir de la fin des années 80, 88 la première, puis ensuite qui ont fait à la fois obliger les déclarations de patrimoine des élus, qui ont limité les financements des campagnes électorales, qui ont permis le financement public des partis politiques et de ces campagnes électorales. Donc il y a eu les contrôles des comptes de campagne. Maintenant, voilà, c'est pas parce que tout ça est en place que pour autant on siffle le début de l'ère de la vertu. Quand je vois par exemple que maintenant il est avéré que des comptes de campagne de la campagne présidentielle de 95 ont été validés par un conseil constitutionnel alors qu'ils savaient qu'ils étaient faux, je me dis bien que ces lois ont encore du progrès à faire pour rentrer dans la réalité. Donc voilà, là vous citez exactement un cas où l'instance de régulation suprême parmi les institutions ne joue pas son rôle et le reconnaît. Non, il ne l'a pas reconnu officiellement. Des rapporteurs du Conseil constitutionnel de l'époque disent maintenant ouvertement qu'ils ont prôné le rejet de compte de campagne de tel candidat.
et que le Conseil ne les a pas suivis. Donc ça pose quand même des gros problèmes, parce que ça veut dire que la campagne électorale de 95 a été faussée, quoi. Et donc ça veut dire que quand une grande campagne électorale comme celle-ci, celle qui concerne l'essentiel du pays, là, le suffrage universel pour élire le président de la République, est truquée, hein, que certains ont déposé des comptes truqués, et que le Conseil constitutionnel, qui est censé valider la constitutionnalité de la vie publique, les a validés. Ça pose quand même, c'est quand même une sacrée interrogation. Et il était présidé par un très proche de François Mitterrand à l'époque. Présidé par Roland Dumas, puisqu'il faut citer son nom, et ça n'empêche rien à l'interrogation que je pose. Lors de la Rodière. C'était il y a 16 ans. C'est-à-dire que l'actualité aujourd'hui autour de ces faits, c'est passé, c'est de l'actualité maintenant, mais les faits sont passés il y a 16 ans. Est-ce qu'on peut imaginer aujourd'hui que le Conseil constitutionnel prendrait la même décision qu'il est prise en 95 ? Moi, j'ai l'impression quand même, j'ai pas votre recul en matière de vie politique, je suis élue que depuis 2007, mais j'ai l'impression que progressivement, année après année, il y a de plus en plus, et c'est sain, de contrôles qui sont faits. Récemment, vous savez, on a mis en place un déontologue à l'Assemblée nationale pour que les relations que les députés ont avec les lobbies puissent être contrôlées et que les députés soient obligés en fait de déclarer tous les cadeaux qui nous seraient faits de plus de 150 €. C'est encore un élément supplémentaire de contrôle. Et j'ai l'impression que ce qui s'est passé il y a 16 ans ne se repasserait peut-être plus aujourd'hui. C'est ça que je voulais dire, en fait. Vous dites 16 ans, maintenant, mais vous datez de 20 ans l'amélioration, en gros. Dans votre blog, toujours, vous dites depuis 20 ans c'est depuis la loi de financement des partis politiques. C'est ça l'élément Je pense clé. que ça a été... c'est une loi Rocard. Hein. C'est un élément fondamental, en fait, de moralisation des campagnes électorales, des financements qui étaient occultes des partis politiques. Alors, il y a certainement eu des dérives qui se sont passées peut-être dans les années qui ont suivi. J'ai l'impression aujourd'hui que les gens font beaucoup plus attention. D'abord, la sanction est très lourde. Hein. Moi, il se trouve que je suis dans la circonscription de Patrick Auguet. Vous vous souvenez de Patrick Auguet ? C'est un député UMP qui avait été élu en 2002, bien, 53%, et il a fait une erreur dans ses comptes de campagne. C'est-à-dire que dans ses comptes de campagne, il y avait une remise sur sa facture imprimeur qui a été considérée par le Conseil, par la commission de contrôle des comptes de campagne comme un don d'une personne morale. Et pour 500 €. Pour 500 €, il a été rendu inéligible. Ce qui a permis d'ailleurs à François Hévard, député de PRG, d'être élu en 2003 à sa place, parce qu'il n'a pas pu se représenter. Et on sait qu'à chaque élection, on a des collègues qui sont rendus inéligibles, quelquefois vraiment pas par malversation, quelquefois c'est par erreur sur des comptes de campagne. Antoine Arjakovski, moi j'aimerais bien, parce que là on a évoqué vertu, morale, on emploie des gros mots comme ça. Est-ce que vous pourriez essayer d'en apporter un minimum de définition et au fond de nous dire quel serait potentiellement ce socle commun qui constituerait une morale politique, sans tomber dans le moralisme pour le coup, commune à la classe politique, qu'elle soit française ou de n'importe quelle démocratie dans le monde ? Vaste question. Non, ce que je voulais d'abord dire, c'est que moi, comme vous le disiez, je viens d'Ukraine et de Russie, où en Russie, le principal opposant au président Poutine, il se trouve actuellement en prison, et en Ukraine, le principal opposant au président Yanukovych se trouve actuellement en prison. Donc, oui, mais il règne une morale et une vertu exceptionnelle. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut relativiser les choses. La France est un État de droit, et c'est ça d'abord qui unit tous les citoyens. C'est qu'on vit dans un État de droit avec une constitution et la séparation des pouvoirs. C'est des points très importants, et on a la chance de vivre ça en France. Alors ensuite, si on parle plus historiquement de définir ce qu'est la vertu, ce qu'est la morale, alors là, il faudrait une année entière. En gros, ce qu'on peut dire, c'est quand même qu'il y a des traditions. Il y a une tradition qui dit que l'État a un rôle particulier pour faire en sorte que l'état de droit soit respecté, parce que on considère que le monde est déchu et que l'homme est un loup pour l'homme, et il faut que l'État instaure, par exemple, l'État-providence. Bon. Il y a une autre tradition qui dit non, le monde va très bien,
Mais le problème, c'est que l'homme met des barrières partout. Et ce qu'il faut, c'est au contraire lever les barrières. C'est l'État libéral, c'est la main invisible. Bon, c'est deux traditions qui sont en permanence en conflit. Parfois, ça recoupe la droite, la gauche, pas forcément. Mais c'est deux traditions qui sont importantes dans notre pays. Il y a une troisième tradition, qui est la tradition ecclésiale, qui dit c'est pas suffisant. Il y a deux libertés fondamentalement pour comprendre où est la vertu, où est la morale. Il y a la liberté de choisir entre le bien et le mal, et puis il y a une liberté de dépendance où tout ne dépend pas de nous. Il faut avoir conscience qu'on est faible, et il faut avoir confiance en quelqu'un d'autre, en la transcendance, mais aussi dans l'entourage. C'est ces trois traditions qui sont les trois importantes et qu'il s'agit de mettre en commun, je crois, aujourd'hui, pour essayer de dépasser le problème principal pour moi, c'est le fait que notre République soit fondamentalement agnostique et qu'on a séparé, et c'est très bien, l'Église de l'État, mais on en est venu à séparer la société de l'Église. Et du coup, le champ des valeurs, le champ des vertus est laissé un petit peu à l'abandon. Il y a un ministre récemment, Luc Châtel, qui a insisté sur la nécessité de réintroduire la morale, parce qu'il se rend bien compte, à l'école, il se rend bien compte que la République a abandonné le terrain de la morale et des vertus. J'ai senti que la laïcité était cornée. Alors Jean Glavany, vous vous sentez concerné? Non, d'abord je voulais faire deux remarques avant de répondre à votre interpellation sur la laïcité éventuellement. Premièrement, je voudrais dire, il faut qu'on soit bien conscient, nous, Français, modestes Français, que nous avons une réputation épouvantable en Europe. Nous sommes des arrogants. Tous les pays d'Europe nous considèrent comme des arrogants. Partout, on parle de la France et des Français comme des arrogants. Dans toutes les institutions européennes, dans tous les conseils européens, dans toutes les assemblées européennes, nous sommes considérés comme des arrogants. Et il ne faut pas qu'à ce titre-là, il faut qu'on fasse beaucoup d'efforts dans tous les domaines, pas faire la leçon aux autres, avoir beaucoup d'humilité, et en particulier pas faire des leçons de morale. Ça, je veux dire, parce que, bon, certes, il y a plein de pays corrompus autour de nous, mais nous, en France, on est des purs et parfaits, quoi. Il n'y aura jamais de valise de billets chez nous, donc on peut se permettre de donner des leçons de morale. Surtout, c'est un écueil qu'il faut vraiment se garder, quoi. Il faut vraiment se dire, avec humilité, que nous sommes une des parties de l'Europe, pas plus parfaite que les autres, que nous avons une contribution à donner à la marche européenne, et pas être des donneurs de leçons dans ce domaine, pas plus que dans les autres. Et ma deuxième remarque, c'est que, les affaires de morale, j'ai coutume de dire, moi, que ma morale, à moi, c'est une affaire entre moi et moi. C'est-à-dire une manière de me regarder dans la glace et de savoir que mes enfants peuvent me regarder dans la glace, que mes parents peuvent me regarder en face. Et puis, les électeurs jugent. Quand ma collègue de la Rodière faisait allusion tout à l'heure à ce déontologue qu'on a mis à l'Assemblée, ça me fait tordre de rire. Qu'on ait mis un déontologue à l'Assemblée nationale, ça me fait tordre de rire. Qui c'est ce monsieur? Je ne veux pas le connaître. De quel droit ce monsieur viendrait donner au peuple, aux représentants du peuple, des leçons de déontologie? En plus, il n'a pas de pouvoir de contrôle. Il est là pour donner des conseils. Mais il est des élus du peuple, élus du suffrage universel, qui vont demander des conseils à un déontologue pour savoir ce qu'ils ont à faire. Mais si les couloirs de l'Assemblée sont pleins de lobbyistes... Mais ça a toujours existé et ça existera toujours. Et ça ne pose pas de problème à la démocratie. Mais il faut que ça pose des problèmes à la démocratie. J'espère bien que les citoyens éclairés savent faire la part des choses entre des élus qui sont soumis à des lobbies et ceux qui sont indépendants. Mais pas parce qu'on mettra un déontologue auprès de M. Accoyer qui se donne des vertus à bon compte. Il y en a plein les entreprises lors de la Rodière. Voilà, et sans aucun pouvoir, je me demande vraiment. Là, c'est aux élus eux-mêmes de se prendre en charge, de se prendre en main et d'assumer leurs responsabilités et d'en répondre devant le peuple. Ça, c'est évident. Ça, c'est évident. Je suis complètement d'accord avec vous sur ce point-là. Moi, ma morale, c'est aussi moi en face de moi-même. C'est quand je me regarde dans la glace aussi. Mais je me pose la question de savoir quels étaient les débats en 88 au moment de la loi sur le financement des partis politiques et des campagnes électorales. Il y avait peut-être des gens aussi qui disaient mais écoutez, moi je sais faire campagne, je suis honnête, je vais pas prendre de l'argent sale, je vais pas acheter mes électeurs, tout ça je sais le maîtriser. Il y avait peut-être aussi des gens qui étaient contre la loi qui a été mise en place et qui a eu un rôle vertueux. Donc pour le déontologue, même si je suis dans le fond d'accord avec vous, ça m'a fait rire, on me dit on met un déontologue, mais
Je veux dire, moi, je sais ce que je fais, je sais très bien me comporter avec des lobbies, je sais quelle est la limite, en tout cas ma limite. Ma limite, c'est simple, c'est quand on a l'impression qu'un lobby a trop d'influence sur nous par rapport à nos décisions, c'est beaucoup trop loin. C'est-à-dire que les relations qu'on a avec un lobby sont largement dépassées et pas à bon niveau d'un député qui travaille. Je veux dire, il faut rester toujours avoir en tête une indépendance complète de décision par rapport à des lobbyistes. Mais si ça a été mis en place, c'est que ça répond à une attente de la population. Et je pense qu'en tant que député, on doit aussi l'entendre. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce qu'il y a des choses... Enfin, qu'est-ce qui a conduit Bernard Accoyer à mettre ce déontologue en place? C'est quand même une question qu'on doit se poser. Antoine Arjakovski. Oui, moi je respecte bien entendu ce que vous dites sur l'importance de la responsabilité personnelle. C'est essentiel. Sans responsabilité personnelle, il n'y a rien. En même temps, ce que je constate, c'est que de plus en plus, dans la théologie politique, comme on appelle cette science dans le monde anglo-saxon, on comprend que la responsabilité qui consiste à dire je m'engage sur quelque chose, je le fais et je rends des comptes. C'est ça la définition de la responsabilité. Ça ne suffit pas. Parce que dans ces cas-là, comme dit Cavano, un riche alcoolique dans un magasin de spiritueux, il fait quelque chose, il peut être responsable, mais en même temps, ça contribue absolument pas ni au bien public, ni à lui-même. Ça suffit pas. Il faut que la responsabilité soit connectée au bien public pour que ça fonctionne. Et en ce sens, la déontologie est nécessaire. Je pense en particulier à la déontologie dans les médias. On a un grand problème, on insiste sur la transparence, mais trop de transparence, au bout d'un moment, enfin je pense à Wikileaks et toutes ces affaires, ça en vient à miner toutes les relations diplomatiques et entre les États. Donc c'est ça le problème, c'est essentiellement une responsabilité qui soit associée à quand même un minimum de valeurs communes, de telle façon à ce qu'on vit en République. Mais les valeurs communes, cher ami, c'est les lois de la République quand même. Donc avant ma morale est en face de moi, il y a les lois de la République que je me dois de respecter. A fortiori, si je suis élu du peuple, je vais te donner l'exemple. Donc à l'exemplarité des élus. J'allais dire, ça devrait aller de soi, ça. C'est quand même bizarre, c'est obligé de le rappeler. Mais bon, il y a le respect des lois de la République et l'exemplarité des élus. Après, les problèmes de morale personnelle ou de déontologie, je m'excuse de dire que chacun a sa morale et donc on peut avoir des morales différentes. Alors quelle est cette exemplarité? On peut avoir des morales différentes. Je peux dire par exemple que personnellement, pour des raisons qui se touchent à mes convictions politiques, je trouve ça immoral d'exiger des plus pauvres des efforts, d'augmenter des cotisations sociales quand on allège l'impôt sur les grandes fortunes. Bon, ma collègue n'est pas d'accord avec moi. Elle a une autre conception de la morale politique. C'est son droit. Je le respecte. C'est pas immoral pour autant. Mais ma morale à moi, elle est aussi fondée sur des convictions publiques et politiques. Bon, c'est pour ça que je veux dire que faut pas non plus dire, alors, si on veut trancher de tout, c'est-à-dire qu'au fond, on dit que dans le débat politique, il y a une règle morale qui doit s'imposer à tous. Il n'y a plus de débat public, il n'y a plus de démocratie. Donc, pour ce qui est de l'essentiel, il y a les lois de la République. D'accord, mais vous avez parlé d'exemplarité. Ça, c'est un enjeu personnel et collectif. Le politique doit être exemplaire. Quelle est cette exemplarité s'il n'y a pas une morale commune? Mais la morale commune, c'est les lois de la République. Je dirais la morale. Le socle commun, c'est les lois de la République, c'est la Constitution, c'est le préambule de la Constitution de 1946, c'est tout ce qui fait notre vivre ensemble. Nous avons des lois communes quand même. Est-ce qu'il y est dit que l'homme politique se doit de respecter dans son comportement C'est valable pour tous les citoyens, donc ça doit l'être encore plus pour les élus de la République. Et vous l'avez dit, ça ne marche pas, là. Ah si, ça marche pour l'essentiel. Le problème, c'est que pour une affaire Guérini qui relève des lois de la République, et pas de la morale, pas seulement de la morale, des lois de la République, eh bien, quand il y a une affaire de ce type, eh bien, la loi République, la République et les lois doivent passer. Simplement, comme on en fait évidemment tout un plat, pour un Guérini, un centième ou un millième des élus qui sont dans ce cas, on en fait, on jette l'opprobre sur tous les autres élus. Mais ça, c'est la loi de la transparence et du règne des médias. Laure de la Raudière. En fait, il y a la morale personnelle et puis il y a la morale sociale. La morale sociale, c'est les lois de la République. La morale personnelle, c'est, par exemple, comment on définit son rôle de député, quel est notre rôle de député, quelle est notre participation au débat. Il y a quelque chose qui choque beaucoup les Français, ont-ils raison d'être choqués ou pas, c'est quand le jeudi, ils voient une trentaine de députés dans l'hémicycle. On est normalement 577 députés. Alors, ce que ne savent pas forcément les Français, c'est qu'on a aussi des réunions de commission, qu'on est aussi missionné sur d'autres activités.
Mais 30 députés pour débattre d'un projet de loi, c'est quand même peu. C'est ça aussi, c'est quelle morale personnelle, en fait, d'engagement politique, quel est notre engagement politique, en fait, en termes de députés, par rapport au mandat de législateur, pas forcément par rapport à d'autres mandats qu'on peut avoir localement, comment on l'exerce, ça c'est une morale personnelle. Est-ce qu'il faut pour autant qu'on y mette des guides ? Non, parce que là je rejoins ce que vous avez dit, en fait, on a des comptes à rendre aux électeurs. C'est un principe de l'élection, c'est nos électeurs qui vont juger si on a été un bon ou un mauvais député au regard des critères qui sont fixés. Et là-dessus, je reviens sur la transparence. C'est-à-dire que tous les outils modernes qui montrent ce que fait réellement le député dans sa circonscription ou à l'Assemblée nationale, ça permet aux électeurs de juger peut-être avec beaucoup plus d'éléments que uniquement, je dirais, pendant la campagne électorale et en fonction de l'étiquette politique que porte le candidat. Alors, notre débat ne peut pas quand même occulter complètement ce qui a fait l'actualité de ces derniers mois sur ce thème de la morale personnelle, de la cohérence, de l'exemplarité. Là, vous avez l'air quand même globalement d'éluder ce problème. Est-ce que c'est volontaire ? Je n'élude pas du tout. Je ne l'élude pas du tout. Je considère que la succession d'affaires qui nous ont fait avoir à la fois ce monsieur Brougy qui nous a dit que pendant des années, il avait amené des valaises de billets et que tout d'un coup, ça a cessé. Personne ne le croit. Ce monsieur Djouri qui traîne dans toutes les affaires de financement politique et qui rôde dans le pouvoir mis en lumière par le livre de Pierre Péan, c'est troublant. Que ce monsieur Tiakedine qui touche des commissions considérables sur des contrats d'armes, etc., et qui traîne dans les allées de la République, c'est troublant. Donc évidemment, je comprends que toutes ces affaires conjuguées sèment le doute dans l'opinion et dire tiens, ça continue. Et donc effectivement, on espère comme ça, comme un citoyen normal et comme un élu de la République, que la justice va passer sur tout ça et qu'on y verra clair et que s'il y a des sanctions qui doivent être prises, elles le seront. Parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que toutes ces choses-là ne sont pas claires. Donc on ne peut pas éluder ça. Vous avez raison, il ne faut pas éluder ça. Vous n'avez pas prononcé le nom de Dominique Strauss-Kahn. Mais Strauss-Kahn, pas dans le sujet. Mais Strauss-Kahn, c'est une défaillance individuelle. C'est pas parce qu'il est responsable de la politique, responsable politique qu'il a fait cette défaillance. C'est une défaillance individuelle qui part de Par rapport à la morale, qu'on évoque la morale personnelle, on a aussi, vous l'avez dit, une notion, quand on est élu ou quand on est personnage politique, une notion d'exemplarité. En fait, c'est pour ça qu'il est rattrapé sur ce sujet très privé. Je crois vraiment que c'est sur ce sujet. Non, mais je pense, oui, c'est vraiment lié. Le fait que quand on est un élu, on a une obligation d'exemplarité, et on doit être encore plus que d'autres. On doit faire très très attention à ne pas tomber dans le faites ce que je dis, pas ce que je fais. Or, certaines personnes politiques sont souvent reprises sur le faites ce que je dis et pas ce que je fais. Enfin, on peut avoir de multiples exemples à droite et à gauche. Mais moi, je suis d'accord aussi. Il y a des aspects de morale, mais derrière la justice, que ce soit aussi sur l'affaire Guérini, c'est la justice qui est saisie et c'est la justice qui doit s'exprimer. C'est interdit par la loi. Je veux dire, si ces actes divers et variés qui ont été cités sont avérés, c'est puni par la loi. Antoine Arjakovski. Oui, moi j'ai l'impression que, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais j'ai l'impression que ça suffit pas pour régler le problème. On a un problème fondamental et à mon avis, il faudrait discuter de propositions pour essayer de dépasser toutes ces affaires qui se succèdent et notamment la question de l'éducation. L'éducation civique, elle est désertée. Il n'y a pas de consensus autour de l'éducation civique. Comment la République ne dit pas ce qui est bien, ce qui est mal. Puisqu'elle considère que c'est une affaire personnelle, individuelle, les histoires de comportement en matière personnelle, etc. Elle ne rentre pas là-dedans. Et du coup, on n'enseigne pas aux enfants qu'est-ce qui représente un comportement responsable. Je crois pas que l'éducation civique soit contrôlée au baccalauréat. C'est libre évaluation. Et je ne crois pas que les corps intermédiaires, les corps constitués, les religions, les associations, les organisations convictionnelles puissent participer à la réflexion sur un programme en matière d'éthique
Ça n'existe pas. Ça existe en Belgique, ça existe en Allemagne, ça existe dans beaucoup de pays, ça n'existe pas en France. À mon avis, s'il y avait un travail à faire quand même, c'est un travail de formation et d'éducation civique, non seulement aux lois, mais aussi à l'éthique, ce qui sont deux choses différentes. Alors l'éducation, d'autres éléments de réforme à venir, parce que lors de la Rodière, vous avez salué tout ce qui a été fait dans ce domaine-là, le financement des campagnes et des partis politiques, très bien. On n'a pas parlé de citoyenneté. C'est vrai, en fait, il y a des réflexions en cours sur la citoyenneté et enseigner en fait ce que c'est qu'un bon citoyen. C'est pas évident de répondre à cette question. C'est pas évident, mais c'est devant nous. Enfin, moi, je pense que si on s'y mettait à quelques parlementaires de droite et de gauche dans une commission d'enquête parlementaire, on trouverait facilement de quoi faire. Sur ce sujet, je pense que, vous savez, il ne faut pas croire non plus, je disais tout à l'heure, il ne faut pas être arrogant par rapport à tous les pays d'Europe. Il ne faut pas non plus imaginer qu'on arrive comme ça sur un terrain vierge. Il y a eu des tas de républicains qui, avant que nous, se sont posés ces questions sous la Troisième République. Vous savez, ce qu'a écrit Ferdinand Buisson sur la morale laïque à la fin du 19e siècle, c'est d'une actualité extraordinaire. Extraordinaire. Il n'y a presque rien à changer. Considérons donc, que cette commission démarre ce soir. Qu'est-ce que vous y apportez de particulier, vous? Il y a bien un thème qui vous tient particulièrement à cœur, sur lequel on pourrait avancer. Parler de l'éducation, de l'instruction civique. Je pense qu'il faut reprendre ces choses-là. Je ne sais pas comment le faire, mais il y a des idées qui tournent dans l'éducation nationale. S'il faut le faire sur le biais de l'enseignement de la philosophie dès l'école primaire ou dès le collège, pourquoi pas? Apprendre ce que c'est que le bien, le mal, des choses aussi simples, le bonheur, la vie, la mort, des choses de ce type, c'est des choses qui sont essentielles. Bon, donc il y a tout ce qui touche à l'éducation, à la citoyenneté. Donc voilà, de l'instruction civique. Moi, je pense qu'on peut se mettre d'accord assez vite sur des choses qui soient. Et puis il y a des questions plus lourdes. Moi, je travaille depuis des années. Je suis convaincu qu'il faudra un service civique obligatoire dans notre pays. Je pense que la fin du service militaire, qui a été fait pour des raisons sans doute militairement importante, mais en même temps d'une grande démagogie vis-à-vis de la jeunesse, a mis un terme à un brassage social qui était indispensable, et que l'idée qu'on puisse retrouver pour tous les jeunes hommes et les jeunes femmes de notre pays, quelques semaines ou quelques mois de leur vie, apprendre à servir le pays, servir leur pays, leurs concitoyens, que ce soit dans des administrations, dans des associations, dans des collectivités, dans des maisons de retraite, dans des établissements scolaires, servir leur pays pendant quelques mois, en ayant un socle de formation pour le faire, franchement, ça coûterait de l'argent, mais quel investissement pour l'avenir. Lors de la Rodière, votre contribution à cette réflexion sur ce sujet-là, je pense qu'on est pas seulement non, mais sur le sujet du service civique, on est en phase aussi à droite. Il y a énormément de gens qui réfléchissent à ça, et moi, je suis assez en phase avec ce que vous dites. Il y a un vrai problème financier, et je pense aussi qu'il ne faut pas le faire sans avoir fait à l'école primaire ça coûtera le prix de la TVA sur la restauration. Réinstaurer la. Bon, oui. On va laisser tomber la TVA. Excusez-moi, cette remarque nous emmènera trop loin. Non, mais bon, on va pas débattre du projet non plus du PS et ainsi de suite. J'en ai aussi suffisamment. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas le faire sans avoir réintroduit des notions de citoyenneté et des notions de morale en primaire. C'est-à-dire qu'il y a un défaut aujourd'hui d'éducation civique générale des enfants, et si on mettait un service civique à 18-19 ans, dans quelques mois, ça ne serait pas suffisant si on n'avait pas mis les bases avant. Je pense qu'il faut cultiver très tôt, en fait, cette notion de civisme et de participation des enfants et des adolescents à la vie commune, à la vie collective. On est devenu de plus en plus individualiste. Ça c'est très bien, mais le problème, on le dit depuis longtemps. Mais on n'avance pas parce qu'on n'arrive pas justement à trouver certains consensus. Et pourquoi? Parce qu'on n'ose pas intégrer certaines traditions convictionnelles et religieuses de notre pays. Et je crois que c'est là où il y aurait vraiment un peu de courage politique à avoir, c'est de se dire aujourd'hui on est au XXIe siècle, elles ne sont pas si dangereuses, on n'est plus dans les guerres de religion, il y a des traditions intellectuelles et spirituelles qui existent dans ce pays, intégrons-les dans la préparation des programmes et faisons en sorte que ça puisse... faisons en sorte pour que ces traditions convictionnelles et religieuses puissent s'adresser directement aussi aux enfants, aux adolescents et ensuite aux adultes. Alors, citoyenneté, je vous propose de laisser ce sujet-là pour l'instant. Moi, je voudrais vous proposer un autre thème, celui de la spéculation. Pas plus tard qu'aujourd'hui, je lisais que Jean-Pierre Jouyet il parlait d'excès
d'excès de pouvoir des marchés sur les choix politiques. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'amoral, et pour le coup les politiques méritent ce qualificatif, à les sentir aussi peu efficaces pour réguler la spéculation, qu'elle soit sur les marchés boursiers en France ou dans le monde? Et qu'il faille que ce soit la rue et les indignés et je ne sais qui d'autre qui les titillent pour avancer. Vous mettre en garde sur cette idée qu'il y a les politiques. Tout à l'heure, vous avez employé même dans votre introduction l'idée de classe politique. Personnel politique. Vous avez dit classe politique. Je ne me reconnais pas du tout. Moi, je n'appartiens pas à une classe politique. C'est votre métier. Oui, mais je n'appartiens pas à une classe politique. C'est pas mon métier, c'est ma fonction. Mon métier, c'était prof d'économie. Mais je ne suis pas dans une classe politique. C'est-à-dire, je ne me sens pas des liens de solidarité avec des élus politiques parce qu'ils seraient élus politiques comme moi. C'est pas comme ça que ça marche. La classe politique, c'est des hommes et des femmes, des grands, des petits, des gros, des mecs, des sérieux, des pas sérieux, des honnêtes, des pas honnêtes, etc. De gauche, de droite. C'est des gens extrêmement différents. Et l'idée même de les amalgamer dans un terme de ce type-là, je vous assure, c'est antidémocratique ou sur sa démocratie, c'est d'apprendre à différencier. Tout ce qui est amalgame est fascisant. Je ne dis pas ça pour vous attaquer personnellement. Mais tout ce qui est amalgamant est fascisant. Je le pense philosophiquement. Hein. La démocratie, c'est d'apprendre à différencier, à faire la différence. Et donc, je ne me reconnais pas dans... Donc, les politiques ne sont pas, devant ces sujets-là, ils ne sont pas un et indivisibles. Ils ont tous des approches différentes. Et donc, je pense que c'est très important de réintroduire cette idée-là, parce que ce qui nous différencie, en particulier, c'est des comportements. Vous avez raison. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'en politique, les comportements, c'est fondamental. Ce qui vous réunit, c'est de ne pas répondre aux questions qu'on vous pose. Pas du tout. Et ce qui nous différencie, ce sont des convictions respectables. Mais Madame de la Rodière est de droite, moi je suis de gauche. On a des convictions différentes qui sont tout à fait respectables, les unes et les autres, qui ont besoin de se confronter, de s'opposer, de se débattre, et que les citoyens tranchent. Mais il n'y a pas les politiques qui ont la même attitude vis-à-vis de la morale et vis-à-vis de l'idéologie et vis-à-vis de ces problèmes spéculatifs qui sont des problèmes qui sont essentiels, surtout dans la crise que nous traversons. Est-ce que oui ou non, les politiques sont capables ou pas de réguler l'économie de marché, de réguler l'économie financière de marché, de fixer des normes aux banques on a dit il y a quelques mois, au début de la crise, qu'on allait les mettre au pas. Ce qui s'est passé avec M. Kerviel, ça se passe en ce moment tous les jours. Et moi, je connais des salariés de ces banques, et même de celle-là en particulier, qui me disent « Jean, c'est pas comme avant, c'est pire qu'avant, parce qu'on nous demande de rattraper le temps perdu ». Donc, on les a pas mis au pas du tout, les banques. C'est des problèmes politiques, c'est pas des problèmes moraux, c'est des problèmes politiques. La loi du marché est plus forte que tout le reste. Non, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Laure de la Rodière. Moi, j'ai une analyse, je vais reparler de la spéculation, mais j'ai une analyse aussi sur les marchés. Ça m'intéresserait d'avoir votre avis en tant que professeur d'économie, là, pas en tant que député. C'est que ce qui s'est passé en août avec le décrochage de tous les marchés financiers, c'est finalement pas forcément les marchés qui dictent aux politiques leurs décisions. C'est le fait aussi qu'il y a un moment où 30 ans de déficit public... Et ben, ça se traduit aussi sur la réaction des marchés financiers. C'est un peu comme une démocratie censitaire. Il y a un moment où, excusez-moi, les marchés ne pouvaient pas continuer à supporter non plus des politiques de tous les pays occidentaux qui étaient en déficit depuis 30 ans. C'est normal, ils ont dit attention là et ça s'est emballé. Et là, la façon dont ça s'est emballé, c'est aussi lié au fait qu'ils ont supporté pendant 30 ans des politiques menées, mais pas par tous les pays, au-delà de ce qui était raisonnable. Alors, concernant la spéculation, la difficulté qu'on a, elle est de se mettre d'accord avec les autres pays européens pour pas qu'on ait des problèmes après de financement de notre économie en France si on le met seul dans notre pays. Donc, il faut au moins s'entendre au niveau européen sur le fait comment on taxe les transactions financières, quel contrôle on met supplémentaire sur les banques. Et ça, cette phase-là, je pense que les discussions qui sont en cours au niveau européen sont essentielles sur ce point-là, mais elles sont très difficiles. Elles sont très difficiles parce que on peut pas dire que le gouvernement français actuel n'a rien fait dans ce domaine-là. On est le pays européen qui avons réglementé le plus depuis 2008 sur les systèmes financiers. Et c'est pas suffisant, on le voit bien. Mais on ne peut pas le faire seul parce que le monde financier, on est qu'on le veuille ou non, sur certains de vos collègues politiques, on est dans un monde
On est sur une économie mondiale. La démondialisation est une utopie complète. Une absurdité absolue. Bon, on est d'accord. Donc on est dans une économie mondiale et donc on est bien obligé de regarder l'effet de certaines décisions sur l'ensemble en fait de l'activité économique. Antoine Arjakovski, moi j'aimerais que vous nous disiez, vous qui participez à ce séminaire qui s'intitule La démocratie, valeurs spirituelles, comment on peut imaginer de rétablir ce lien de confiance qui manifestement manque quand même entre les hommes et les femmes politiques dans leur grande diversité et la population dans un pays comme le nôtre? Par exemple, sur ces questions de spéculation et de gouvernance, oui. C'est une question de gouvernance. Il faut trouver une nouvelle régulation internationale. On parle de taxation des transactions financières, des choses comme ça. Il y a eu un colloque ici au mois de mai sur ce thème de la gouvernance et comment rétablir une relation de confiance et une économie qui soit juste et profitable. Et je me souviens de l'intervention de Michel Camdessus, que j'ai trouvé très intéressante, de l'initiative du Palais Royal, qui a téléphoné alors à titre individuel à ses amis Paul Volcker aux États-Unis, enfin différents grandes sommités du monde financier de ces 20 dernières années, et ils se sont dit là il y a urgence, il y a le feu, on prend conscience que le budget de l'État, même européen, par rapport au volume des transactions quotidiennes dans le monde, c'est rien du tout. Donc il faut absolument... les budgets sont des documents moraux et on ne peut pas faire peser aux générations suivantes nos erreurs actuelles. Et je crois que ce qu'il va proposer, ce qui va être discuté au G20 bientôt à Cannes, et représente un très grand espoir qui montre que les hommes ont encore la possibilité de réguler le marché, à savoir veiller à ce qu'il y ait une autorité indépendante, internationale, qui donne des directions avec des personnalités éthiques, justement. Ça, je crois que c'est très important, avec des gens qui n'ont rien à gagner parce qu'ils ont déjà fait leur carrière, justement, comme Camdessus, Volcker et d'autres. Sauver la monnaie avec ces droits de tirage spéciaux, mais alors avec un peu de monnaie japonaise, de monnaie chinoise, même de pétrole, etc., pour retrouver ce lien entre l'or et les autres monnaies qui a disparu depuis le début des années 70. Ce genre de proposition-là, assez volontaire, je crois, donne espoir. On n'est pas complètement dépendant des spéculations et des marchés. Je crois que ce genre de choses permettent de vaincre cette crise morale. Jean Glavany ? Oui, mais vous pourrez... D'abord, je ne partage pas l'optimisme de ma collègue sur l'efficacité du gouvernement français. Quand vous dites que c'est le gouvernement et l'État français qui a fait le plus depuis 2008 pour réguler la finance, je ne sais pas sur quelle base vous fondez. D'abord parce que les décisions de ce domaine sont complètement européennes et donc on n'a pas pu faire plus que les autres. Tout ça dépend de l'Europe. Mais mettons ça de côté. Quand on se fixe quand on a comme ça un cadre législatif, réglementaire, après il y a des comportements qui relèvent de la morale politique, des comportements politiques. Je prends un exemple pour essayer de bien me faire comprendre. L'histoire de la règle d'or sur le thème, il faudrait que vous vous mettiez d'accord quand même droite et gauche pour limiter, c'est une règle d'or sur les finances publiques, consisterait à dire on va limiter les déficits. Et pour dire, comme vous le disiez à l'instant, c'est pas aberrant que on fasse porter sur les générations futures, à nos enfants, nos petits-enfants, qui paieront avec leurs impôts nos dettes d'aujourd'hui. Donc ça, cette règle d'or, personne, à droite comme à gauche, peut se dire je ne veux pas. Pourquoi on ne le fait pas, nous, à gauche, pourquoi on décide pas? Parce que je vais vous dire, on en a voté une règle d'or. Vous vous en souvenez peut-être pas, ma chère quand même, on en a voté une. Il y a quelques années, à l'initiative d'un député UMP, qui s'appelle Jean-Luc Warsmann, qui est le président de la commission des lois, à propos d'une caisse qui s'appelle la caisse d'amortissement de la dette sociale. C'est les déficits de la sécurité sociale. Année après année, on les accumule. Puis un jour, Juppé a dit... On va mettre, c'était en 95, on va créer la CADES, ça s'appelle la Caisse d'amortissement de la dette sociale. On va confiner toutes les dettes cumulées de la sécurité sociale. Et puis on va inventer un impôt qui s'appelle le CRDS, qu'on paye tous sur notre feuille d'impôt, contribution au remboursement de la dette sociale. On va rembourser la dette de la CADES, c'est ça. Et puis il y a 4 ou 5 ans, ce député UMP, Jean-Luc Warsmann, qui je crois n'était pas encore, c'était sous Raffarin, donc c'était dans le mandat présidentiel précédent, sous Chirac et sous Raffarin. Warsmann dit il faut arrêter avec la CADES. À chaque fois qu'on a un déficit, comme on n'a pas le courage de créer un impôt nouveau sur les générations futures, on le repose sur les générations futures. Eh bien, il dit je propose une règle d'or sur la CADES. On va
interdire maintenant à quelques gouvernements que ce soit, par une loi organique, un peu moins que la réforme constitutionnelle, mais un peu plus qu'une loi normale, on va interdire à tout gouvernement d'alourdir la dette de la CADES sur les générations futures en disant maintenant c'est bloqué. Et on ne pourra pas faire un poids nouveau sans une recette en face. Garde-fou. Garde-fou, très bien. On la vote. Nous, socialistes, on la vote. Avec la droite sur la proposition de Warsmann. Et l'année dernière, le gouvernement dit je vais allonger la durée de remboursement de la CADES. Alors, Warsmann lève le doigt et dit c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Parce qu'on a une loi organique qui nous interdit de le faire. C'est une règle d'or sur la dette sociale. Là, c'est un bel exemple, ça. Et alors nous on dit oui, il a raison, il faut mettre une recette. Qu'est-ce qu'a fait le gouvernement à minuit ou 1h du matin? Il faut voter une loi organique pour supprimer la règle d'or sur la dette sociale. Et on allonge la durée. Et c'est-à-dire qu'on on nous prend pour des imbéciles. Faites ce que je dis. Voilà. Et donc on nous prend pour des imbéciles et on nous dit après il faut voter une règle d'or. On dit là c'est une question de morale publique. On dit moi j'étais prêt à la voter. La différence c'est quand vous inscrivez une règle d'or dans la Constitution, le budget après ne peut pas être présenté en fait au Parlement s'il respecte pas la règle d'or, parce qu'il va être rejeté par le Conseil constitutionnel. Vous le savez très bien. Donc il y a une différence quand même notable entre une loi organique qui se modifie beaucoup plus aisément. Chers collègues, là. Il n'y a pas de différence morale. Non, il y a pas. Mais non, mais alors la règle d'or dans la Constitution, c'est pas qu'une règle morale. Là, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, on inscrit dans notre Constitution la règle d'or, et dans ce cas-là, on est obligé de présenter un budget, vous le savez parfaitement, qui respecte cette règle d'or, sinon il sera censuré au Conseil constitutionnel. Et là, on voit bien justement que la morale, juste la morale, ne suffit pas, qu'il faut aller au-delà. Antoine Arjakovski, vous mettez aussi en avant, enfin vous et d'autres, la démocratie participative. Alors, est-ce que c'est aussi une voie importante pour réinsuffler ou consolider la dimension morale du rôle des hommes et des femmes politiques? Oui, je crois que c'est... Enfin, on en parle beaucoup dans le monde anglo-saxon en disant que politiquement, c'est pas suffisant de travailler au niveau des lois. Il faut que la société soit plus partie prenante de la vie démocratique. Et donc, ça veut dire qu'il faut prendre plus en compte les communautés. Alors, le problème, c'est que c'est un mot piégé, parce qu'immédiatement, quand on parle des communautés, on craint le communautarisme. Mais alors, il y a des gens, des penseurs, Cavanaugh, Milbank et d'autres, qui disent mais c'est pas obligé. On peut avoir des communautés sans nécessairement que ces communautés se replient sur elles-mêmes. Il faut prendre en compte ces communautés. Il ne faut pas prendre simplement des individus et les mettre à plat en face de l'État. Ils sont complètement impuissants. Ils ont l'impression qu'on leur demande que de voter une fois par an, une fois tous les 3 ans. Alors que si on prend des individus comme des personnes, ça veut dire des individus qui sont engagés dans leur quartier, dans leur association, dans leur paroisse, etc., etc. Alors, ils ont le sentiment de participer à la vie publique. C'est ça l'idée. Et ça pourrait se traduire par des décisions comme, je ne sais pas, des points pour la retraite, des allègements fiscaux, des choses comme ça. Ça serait tout à fait possible. Et pour l'instant, ça n'est pas le cas. Jean Glavany. D'abord, je réponds au professeur. Il nous reste 3 minutes. Dans la tradition républicaine française, il n'y a qu'une communauté, c'est la communauté nationale. C'est la loi de la République. Et donc moi, je me refuse à appeler communauté ceux qui sont des minorités respectables, des groupes, des associations. Ce ne sont pas des communautés. La seule communauté que la République a jamais reconnue, c'est la communauté nationale. Et on reconnaît les communautés nationales des autres pays qui sont chez nous, bien sûr. Mais j'y tiens parce que sinon, si on commence à parler de communauté, on parle de communautarisme. Les mots ont un sens. Deuxièmement, vous avez parfaitement raison. Il n'y a pas de République et de démocratie, il n'y a pas de lien social sans ces milliers, ces dizaines de milliers, ces centaines de milliers d'associations qui, en France, dans tous les domaines, social, culturel, solidarité, etc., jouent un rôle absolument considérable sur le terrain de nos vies, de nos villes, de nos campagnes, de nos bourgs ruraux. C'est une richesse extraordinaire qui fait la démocratie de tous les jours. Peut-être, vous avez sûrement raison, on ne s'appuie pas assez dessus. Et pourtant, sans elle, il n'y a plus de démocratie. Laure de la Raudière. Moi, je voudrais souligner une chose très importante dans votre parcours politique. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous aviez été choisi, qu'on est venu vous chercher. Et ça, je trouve que c'est plutôt bon signe, parce qu'il y a une chose qui est effarante. Quand on considère la charge qui repose sur les épaules des politiques, des hommes et des femmes politiques, pourquoi une telle âpreté à être élu, notamment président de la République, mais pas seulement? C'est presque suspect, parce que quand on considère la charge qui est la vôtre, gérer la chose publique dans une société en crise comme est la nôtre. Alors vous, on est venu vous chercher.
Quelle est votre question? Il y en a plusieurs. Oui, on est venu me chercher alors que j'étais pas du tout impliquée en politique. J'avais jamais fait de cabinet, j'étais même pas adhérente dans un parti politique. J'avais des convictions. Hein, 4 ans après, le chemin de la vie politique, le chemin du militantisme n'avait jamais croisé le mien en fait. Ni par mes parents, ni par des cousins, nullement. Quoi. Alors, 4 ans après, quel bilan sur ce service que vous rendez? Vous êtes arrivé comment alors? C'est arrivé parce que j'ai eu une responsabilité institutionnelle en Eure-et-Loire. J'ai été directeur de France Télécom en Eure-et-Loire de 1997 à 2001. Et à ce titre, j'ai rencontré tous les grands élus d'Eure-et-Loire. Et 5 ans après, ils cherchaient à investir une femme dans ma circonscription. Et presque par hasard, en fait, ils ont pensé à moi. Alors, après, je ne me suis pas engagée par hasard. Eux ont pensé à moi par hasard. Moi, je ne me suis pas engagée par hasard. Qu'est-ce que ce mandat vous a apporté du point de vue du service du bien commun? C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Un mandat d'élu, c'est absolument extraordinaire parce que c'est une ouverture sur la vie complète. Quand vous êtes... moi, j'étais chef d'entreprise. J'avais après monté mon entreprise. On a un cercle, en fait, des clients avec lesquels je travaille, des collaborateurs, donc le cercle de l'entreprise. Après, on a le cercle quelquefois associatif, sportif, culturel. Puis on a le cercle familial, les amis. Mais finalement, on vit dans des mondes qui sont un peu fermés, différents cercles. La vie politique amène à une ouverture complète sur l'ensemble du monde. On est, par le biais de nos permanences, par le biais de nos travaux parlementaires, par tous les sujets de société auxquels on est confronté, c'est une ouverture considérable sur le fonctionnement de la France, des Français, des enjeux de société, et c'est vraiment passionnant. Donc je pense que la fibre politique, c'est aussi une fibre qui est humaniste. Il faut aimer les gens. Ceux qui n'aiment pas les gens et qui font de la politique, ils ne sont pas bien sincères. Mais quand on aime les gens et qu'on est engagé, c'est passionnant. Et donc, c'est un moteur considérable pour continuer et pour progresser dans le milieu politique. Laure de la Raudière, on restera sur ce témoignage plein d'espérance et de positivité. Merci à vous, madame, à vous, messieurs, d'avoir participé à ce débat à l'évidence trop court. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau Mardi des Bernardins. Bonsoir. Merci.